Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost, consultante, coach et thérapeute holistique pour enfants et pour adultes. J'ai à cœur d'intervenir tant pour les enfants que pour leurs parents victimes de perversion narcissique dans la bienveillance, la générosité et l'authenticité. Ma spécificité, c'est d'avoir une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je travaille en collaboration avec des professionnels spécialisés sur le sujet de la perversion narcissique. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une nouvelle thématique, le harcèlement moral. Je vous souhaite une bonne écoute. Le premier à avoir étudié la perversion narcissique et le harcèlement moral est Paul-Claude Racamier. Le concept a ensuite été étendu avec les travaux du docteur Irigoyen, notamment en ce qui concerne le harcèlement au travail. Le harcèlement moral s'exerce également dans la vie privée et il s'agit d'une vraie prédation morale. Dans ce podcast, je vous propose donc d'aborder ce qu'est le harcèlement, ce qu'il comprend du point de vue de la loi en s'appuyant sur les travaux de Maître Hunker, spécialiste du sujet, les caractéristiques de ceux qui harcèlent dans la vie privée, notamment du côté des pervers narcissiques, les techniques utilisées, les conséquences globalement sur les victimes, et pour une enfance protégée, c'est aussi l'enfant au cœur du sujet et donc les conséquences spécifiquement sur les enfants, pour terminer par les solutions. Qu'est-ce que le harcèlement moral ? En préambule, notons que le harcèlement moral concerne autant les hommes que les femmes. Comment peut-on le définir ? Le harcèlement moral s'intègre dans l'ensemble des problématiques des violences. Comme déjà évoqué, il s'agit d'une vraie prédation morale. Dans sa définition, il s'agit de toute conduite abusive, geste, parole, conduite, attitude, qui porte atteinte par sa répétition ou sa systématisation à la dignité ou l'intégrité psychique de l'être humain. Harceler une personne, c'est aussi avoir des propos ou comportements répétés ayant pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Qu'en est-il du point de vue de la loi en ce qui concerne le harcèlement ? Sont reconnus comme délits le harcèlement sexuel, le cyberharcèlement et enfin le harcèlement moral, que ce soit au travail ou dans la vie privée. Le harcèlement moral était au départ limité aux personnes dans un couple, aux conjoints mariés, pacsés ou concubins et ou anciens concubins ou partenaires, comme l'évoque Maître Laurent Hunker, spécialiste du sujet du harcèlement moral et des violences psychologiques, depuis plus de 20 ans, dans son livre « Le harcèlement moral dans la vie privée, connaître la loi pour mieux l'appliquer ». Maître Hunker souligne également l'importance de distinguer le harcèlement moral, qui, comme nous l'avons évoqué dans sa définition, est caractérisé par la répétition, de la violence psychologique, qui, elle, est ponctuelle. La violence psychologique se caractérise par un choc émotif ou une perturbation psychologique. Revenons sur le harcèlement moral dans la vie privée. Aujourd'hui, le harcèlement moral est étendu à toute personne qui harcèle et pas uniquement aux personnes dans un couple. Ce peut être par exemple les voisins. Ici encore, il s'agit d'une infraction pénale consistant à harceler l'autre par des agissements répétés
ayant pour effet une dégradation des conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Il est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque les faits ont causé une interruption temporaire de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail, mais aussi de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Alors, quelles sont les caractéristiques de ceux qui harcèlent dans la vie privée ? Le harcèlement, nous l'avons vu dans la définition même du pervers narcissique, est le propre des pervers narcissiques, hommes ou femmes. Pour rappel, le pervers narcissique dispose d'un vide intérieur. Et pour combler ce vide, il ou elle va chercher à avoir de l'emprise sur l'autre, sa victime. Les caractéristiques du coup que l'on retrouve chez l'agresseur, chez le harceleur, c'est 1. D'avoir une pensée étriquée qui le fait agir pour exister. 2. De mener un combat contre l'autre avec un besoin incessant de s'assurer que l'autre est dominé et qu'il a le contrôle sur l'autre qu'il considère comme son objet, d'où la répétition incessante pour se confirmer en effet que l'autre est dominé. Et enfin, il s'agit de mettre en place pour l'agresseur, le harceleur, une véritable attaque du moi de l'autre par une disqualification habile et subtile ou encore par une véritable machine à démolir l'autre. Quelles sont donc les techniques et outils utilisés dans la vie privée ? Il faut savoir que les techniques utilisées sont les mêmes que celles du harcèlement au travail. Le harceleur commence déjà par la victimisation de sa propre personne. Ensuite, il y a la diabolisation permanente de la victime. Puis, l'emploi de techniques de disqualification, habiles et subtiles comme déjà évoqué, suite à des dilemmes insolubles ou à des contraintes et des injonctions paradoxales où tout est dit et son contraire. Tu devrais faire ci, mais tu ne devrais pas faire ça. Sur un même sujet, par exemple. Par l'inversion des faits et des responsabilités. Par l'inversion accusatoire. Par l'absence de prise de responsabilité et de remise en question de l'agresseur. Par le mensonge permanent. Par la répétition qui est l'essence même, comme nous l'avons vu, du harcèlement. Par la création de combats incessants et inutiles en vue d'amener la confusion et en vue de harceler ensuite. Par le cynisme, avec un travail de ça permanent concernant la victime, sur tout son être, sur son comportement, sur la façon dont elle s'habille. Puis, également par la menace, par la mise en place d'un contrôle total de la victime qui est épiée, par le fait de suivre la victime de manière répétée, par la projection. Quand le harceleur parle, il projette sur l'autre, mais en fait, il parle de lui. Et enfin, tout simplement, et même en résumé, je dirais, il s'agit pour le harceleur d'engager une communication non désirée avec la victime. Quels sont les moyens utilisés ? Il y en a 3. Tout d'abord le verbal, c'est-à-dire les mots, que ce soit à l'oral ou au téléphone. Il y a également la simple présence physique sur tous les lieux où la victime se rend. Je parlais tout à l'heure du fait que la victime était épiée. Elle peut être épiée au travail, chez les médecins, dans les activités quand la victime mène les enfants dans les activités, partout. Dernier moyen, il s'agit également des écrits, que ce soit par mail
ou sur les réseaux sociaux, et on parle alors de cyberharcèlement. Donc en conclusion sur cette partie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit d'une vraie prédation morale, consciente et intentionnelle, avec une attaque du moi de l'autre, à petit feu et de manière sournoise. Une prise de pouvoir sur la victime par l'instauration de la peur et sa disqualification permanente. Une mise en place de tout un processus accusatoire visant la destruction morale. La victime est alors humiliée, rabaissée, négligée, privée de liberté, désapprouvée dans sa capacité de penser et d'adopter des initiatives autonomes. Il y a donc en conclusion une réelle prise de pouvoir par l'agresseur, par le harceleur, avec une incapacité à sortir de ce schéma. On peut alors parler d'une véritable problématique obsessionnelle et rigide chez l'auteur du harcèlement. Quelles sont les conséquences sur les victimes ? On est ici dans le champ invisible de la violence, entraînant de véritables traumatismes psychologiques. On est loin du simple conflit parental et il est bon de le rappeler car la confusion est souvent faite. Comme déjà évoqué, on peut aussi parler de guerre. Ce type de violence est sournoise et tue de l'intérieur, même si cela ne se voit pas nécessairement de l'extérieur. Et ce type de violence engendre de réels traumatismes. Il y a traumatisme et il y a syndrome de stress post-traumatique tels que dépression, burn-out, anxiété, repli, voire suicide de la victime qui peut avoir été poussé à bout. Le traumatisme affecte donc non seulement les pensées de la victime, qui broie du noir, mais aussi son comportement, étant souvent dans un état de sidération, c'est-à-dire qu'elle est figée ou encore bloquée dans ses actions. Et enfin, elle est impactée dans son corps. Moins de force, moins d'énergie, présence de troubles somatiques comme par exemple des troubles allergiques ou encore des troubles digestifs, des infections inexpliquées. Bref, tout est lié, tête, cœur, corps. Pour une enfance protégée, c'est aussi l'enfant au cœur du sujet. Qu'en est-il donc des enfants ? La loi reconnaît qu'il s'agit d'une violence conjugale et domestique à la fois. Cette violence intègre donc les enfants, que ce soit les enfants directement victimes et même témoins. Un enfant peut être victime de violences conjugales directement ou indirectement, c'est-à-dire en tant que témoin. En effet, depuis le 7 avril 2011, le Conseil de l'Europe a adopté une convention contre les violences domestiques, dite Convention d'Istanbul, qui a été ratifiée par la France en 2014, nous dit encore Maître Huncker. Les violences domestiques incluent non seulement le parent victime, mais aussi les enfants victimes au même titre. Ainsi, il existe une véritable triangulation agresseur, victime, enfant témoin avec une violence à trois. L'enfant témoin subit donc le même traumatisme que le parent victime. De plus, nous l'avons vu dans le podcast Enfant de pervers narcissique, il vit dans un climat de totale insécurité qui nuit à son bon développement. Les conséquences sont donc les mêmes. Cela commence tout d'abord par des maladies récurrentes, puis des troubles du comportement, pour finir par de véritables traumas de l'enfance.
Conclusion, les enfants doivent donc être accompagnés tant sur le plan psychologique que sur le plan juridique. Quelles sont donc les solutions ? Pour répondre à cette question, je terminerai par une invitation. Une invitation tout d'abord à consulter un médecin ou un victimologue, tant pour soi en tant que parent que pour son enfant, pour constater médicalement le traumatisme psychologique. Une invitation ensuite à consulter un avocat spécialisé du sujet, d'autant que ce type de violence est difficile à prouver vu qu'elle se fait à huis clos et que le pervers narcissique avance masqué. Une invitation encore à prévoir une mise à distance physique avec l'agresseur. Enfin, une invitation à prévoir un travail thérapeutique de fond pour reprendre son propre pouvoir. Merci à Maître Laurent Acker. Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, vous pouvez découvrir son livre « Le harcèlement moral dans la vie privée, connaître la loi pour mieux l'appliquer » aux éditions L'Harmattan. L'édition va être bientôt revisitée. Vous pouvez également retrouver Maître Acker et son équipe spécialistes sur le sujet du harcèlement moral et des violences psychologiques dans leur cabinet à Paris et à Strasbourg et sur le site www.acker-associé.com. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube et sur le site anasio.fr. Je vous dis à bientôt.